Et quand j'ai reçu les slips par la poste, en fait, c'est mon coloc qui les a reçus et qui a cru faire face à des sextoys et qui est arrivé en portant le slip contraceptif dans le salon et puis en me vannant un peu. Et ça a été ça mon premier contact à la contraception masculine. Ça a été d'abord des blagues, bon, très bienveillantes, hein, de la part de mes amis, aussi des doutes de mes proches aussi sur mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Enfin, ça se saurait si la contraception était si facile, fais gaffe, tu vas choper un cancer. Donc moi, c'était beaucoup de questions au départ, faire face à des moqueries et des réticences de la part de mes proches. Et il a fallu que je l'exprime assez vite. Moi, ce qui m'a rassuré, c'est que j'ai d'abord été voir le docteur Mieuxet. J'étais dans un cadre institutionnel assez rassurant, même s'il y a beaucoup de questions à se poser sur la pratique des médecins aujourd'hui, mais en tout cas, là, j'avais été voir le docteur Mieuxet qui exerçait au CHU à Toulouse, donc ça m'a permis de garder foi dans ce que je faisais et de passer outre un peu toutes les remarques qui m'étaient faites, parce que sinon je me serais arrêté bien avant. Et donc tout ça, j'ai voulu le raconter, et parce que je suis resté assez persuadé que ce que je faisais, c'était pas mal, en tout cas, donc j'ai voulu le raconter. Et la BD, vu que c'est mon médium de prédilection, ben, j'en ai fait une BD. Et moi, je m'étais faisais un stérilet. Et Clément a vu que ça pouvait me faire mal ou quoi. Je pense qu'il a vraiment vu aussi de près ce que ça pouvait faire. Et du coup, de voir que c'était compliqué à supporter pour moi, Clément a proposé à un moment donné, il a dit vu que tous ses copains autour avaient de la contraception masculine, il m'a proposé en fait. Et on a mis beaucoup de temps à vraiment mettre ça en place parce que bon, il y a plein de choses qui se passent, on oublie. Et que si la contraception est déjà assurée, c'est plutôt facile, on oublie complètement. Et ces derniers mois, on a fait bon, allez, on met ça en place et on s'est donné un petit coup de pied. Dans plein d'entretiens, soit avec des couples, soit avec que des femmes ou des jeunes filles, qui viennent soit sur des questions de contraception, soit sur des tests de grossesse, soit sur des IVG. On présente un peu toutes les méthodes de contraception. Et comme il y a quand même un énorme mouvement sur la contraception naturelle, et du coup énormément de jeunes femmes qui disent « je veux pas d'hormones », et sur le côté naturel, enfin moi à chaque fois je rigole, en disant « il n'y a rien de plus naturel ». Des fois elles sont un peu interloquées en mode oh, « ça va pas le faire ». Et puis d'autres fois, ça les intéresse un peu. On leur donne, pareil, des petits flyers pour qu'elles puissent les ramener à leurs copains et en discuter. Et très vite, je suis arrivé à l'idée de l'anneau, plutôt que les autres qui étaient soit hormonales, soit vasectomie, parce que ça me paraissait être le moins invasif et le plus accessible aussi. La première étape, c'est quand même l'information, raconter un peu les 3 méthodes, les avantages, les inconvénients, recueillir les antécédents de la personne pour voir s'il y a des contre-indications à l'une ou l'autre des méthodes. Et après, je prescris donc soit une prise de sang pour la testostérone et ou de toute façon un spermogramme initial, c'est-à-dire une analyse du sperme pour vérifier que la fertilité est normale au départ. Voilà, ça c'est un peu un principe de base qu'on s'est donné pour d'une part pouvoir vérifier que toutes ces méthodes sont bien réversibles et puis comme c'est quand même encore des méthodes un petit peu expérimentales, peu connues, pour ne pas se mélanger les pinceaux avec des personnes qui auraient des troubles de la fertilité et pour lesquelles on ne sait pas qu'est-ce qui agit, est-ce que c'est leur problème, est-ce que c'est la contraception qu'on a mise en place, pourquoi ça ne revient pas à la normale, enfin bref, voilà. On essaye de partir de situations simples et physiologiques. Il y a une différence de température entre l'intérieur du corps et l'intérieur des bourses, et c'est pour ça que les testicules sont dans les bourses à la base, c'est pour que les testicules soient dans des conditions parfaites pour que la production de spermatozoïdes puisse se faire. La méthode thermique, c'est simplement changer la position des testicules en les remontant à l'intérieur du corps suffisamment longtemps pour que la production de spermatozoïdes soit stoppée. Il y a un niveau de fertilité qui a été testé dans les études. C'est un seuil qui a été établi de manière relativement arbitraire, mais bien en dessous des seuils qui sont déjà considérés comme des seuils de stérilité. En dessous de 15 millions, on considère déjà la fertilité comme étant relativement basse. Avec la méthode thermique, le seuil qu'on vise pour la contraception, c'est 1 million de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Ça veut dire que tant qu'on est en dessous de 1 million, on se considère comme contracepté, et ensuite, plus on est en dessous de ce seuil-là, et plus l'efficacité de la méthode est grande.
Il y a aussi des particularités, encore une fois, les canaux, ils sont de plus en plus... Tu peux sur le côté. Donc, en gros, c'est un peu... Je m'attends que c'est un peu. Ouais, En fait, l'idée, c'est que tu fasses un aperçu. On fait comme ça. Ok, j'assume que c'est tout. Je crois qu'il est sorti, c'est chaud. Donc ils viennent des fois par eux-mêmes pour prendre de l'info. À ce moment-là, on discute des méthodes. On leur propose des prospectus, des petits flyers d'infos. Et on leur propose très souvent d'aller voir le groupe Testicule qui sont là tous les premiers mercredis du mois en fin de journée en leur disant que c'est un atelier de couture, mais que c'est aussi un lieu où ils peuvent prendre plein d'infos, y compris très pratiques, sur la vraie vie. Je peux faire du vélo, ça tire les poils, enfin toutes ces questions. Et s'ils sont intéressés, on leur fait un dossier médical et on leur donne un rendez-vous avec un médecin ici pour le premier examen et la prescription d'un premier spermogramme. Je pense qu'on reçoit toutes plus d'hommes qui viennent spécifiquement sur cette demande-là. Et après, nous, on en parle, je vous dis, un peu dans tous les espaces où on parle de contraception, et il y en a plein. Et pour que tu aies un journal un peu de ton corps, ouais, ça s'appelle Androtrack. Et donc, moi, je l'ai porté pendant 2 mois et ça m'avait vachement aidé à savoir où j'en étais, quoi. On mesure ça avec un indice. C'est le meilleur, c'est maximal comme l'implant. En fait, il y a eu les 3 grossesses qu'il y a eu pendant le protocole. Allez, ensemble, je crois que ça en a eu 3. C'était toutes pour des erreurs de port. Donc, mais ça donne en gros autour de 99,7, un truc comme ça. En gros, tu vas apparaître tout de suite la ligne spermatozoïde, 0,25 millions par millilitre. Vous l'avez fait quand? Le 26 juillet. En fait, si tu regardes anomalie de la taille, 95%, anomalie nombre d'éléments atypiques, 100%. Il y a un truc presque physique, assez étrange justement de cette première réaction qui est de dire tu te remontes les couilles, quoi. Un anneau, quoi. Enfin, tu vois, ça fait vraiment... C'est que tu touches au corps, tu touches aux couilles, attention, quoi. Enfin, il y a toujours une première phase qui est plus ou moins longue et plus ou moins fatigante à force de rire de la personne à qui t'explique le truc. Mais l'intérêt survient après, tu vois. Et en fait, j'ai appelé ce rire, tu sais, le rire de défense des privilèges. En fait, en se moquant de la chose, on s'empêche de pouvoir s'imaginer pratiquer ça. Et c'est intéressant parce qu'en plus, au bout de 5 minutes, en fait, les gens sont intéressés. C'est-à-dire que l'ouverture d'esprit, je pense qu'elle est là, en fait. Mais au début, c'est vrai que le premier réflexe, moi, je savais même pas qu'un mec, il pouvait se remonter les couilles. Enfin, techniquement, je sais pas mon corps, donc je connais le corps masculin, mais je peux pas en parler, je sais pas ce qu'on peut faire. Moi, le première réaction que j'ai eue, c'est mais c'est pas dangereux pour la santé, mais parce que ça fait peur. Ah non, mais si ça n'a pas été prouvé par la science, c'est peut-être dangereux pour la santé, nanani. Et en fait, quand t'effeuilles un petit peu tout par quoi est passé la contraception masculine, tu te rends compte des lobbies pharmaceutiques et du corps masculin et du corps féminin aussi, de l'habitude qu'on a là-dedans. Là, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui sont possibles, en fait. Il va y avoir plutôt la tendance pro-scientifique qui va dire non, c'est hyper dangereux de faire ça, on risque un cancer du testicule et tout ça. Il y a tout un débat là-dessus, mais qui penche sur le non, on risque pas de cancer de testicule. Il y a, du fait du manque de formation des médecins, c'est un raccourci qui est vite fait, ça aussi dans les commentaires on le voit. Beaucoup d'urologues qui vont brandir le sujet du cancer des testicules. Il y a une raison à ça en fait. Les enfants qui en bas âge n'ont pas les testicules qui descendent naturellement sont plus exposés, ont une prévalence forte au risque de cancer du testicule. Ça s'appelle la cryptorchidie naturelle. Cryptorchidie, pour un médecin qui n'a pas spécialement creusé le sujet, ça veut dire cancer du testicule. Sauf que ça n'a rien à voir parce que, d'une part, c'est des personnes adultes qui se remontent les testicules, donc sur un corps qui arrive à maturité. Et d'autre part, la recherche sur la cryptorchidie naturelle semble démontrer assez massivement que la chaleur à laquelle les testicules sont exposés chez les enfants qui ont une cryptorchidie naturelle n'est pas celle qui provoque le cancer des testicules, la prévalence, c'est plutôt des facteurs génétiques. Donc en fait, il n'y a pas un lien de cause à effet évident du tout. On entend beaucoup dans la bouche des médecins le fait que c'est la science et du coup il y a quelque chose d'indiscutable sur le fait qu'il y a des preuves scientifiques ou il n'y en a pas, ou on sait quelque chose scientifiquement ou pas. Pour beaucoup de médecins, il vaut mieux
rester dans une posture de sachant plutôt que d'admettre qu'ils ne savent pas, et le genre au masculin, parce que c'est quand même la majorité. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que l'expérience de la contraception, vous en avez plein, vous la vivez depuis longtemps, mais vous pouvez échanger avec elle. Parce que même avec la pilule, on bricole. Il y a des oublis. Il y a des grossesses sous stérilées, il y a des grossesses sous implants, il y a des capotes qui craquent. C'est une prise de risque. Voilà. La façon de pratiquer la méthode de contraception, elle est aussi vachement. Elle remet beaucoup la responsabilité sur vous. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire des spermogrammes toutes les 2 semaines. Ça sert pas à grand-chose. Par contre, vous serez absolument sûr des résultats, quoi. Enfin, vous êtes sûr que la contraception, ce que vous me direz, c'est hyper représentatif de l'état dans lequel vous êtes de contraception à un moment donné. Par contre, plus vous espacez, moins vous avez de fiabilité. Voilà. Donc ensuite, après, c'est à vous de voir, quoi. Et je pense que l'important, c'est aussi de décider en fonction de, avec votre partenaire ou vos partenaires, quel est le niveau de risque auquel on a envie de s'exposer. Voilà. Et ça, c'est valable pour la fréquence des spermogrammes, c'est valable pour plein d'autres choses. C'est valable aussi pour le seuil de contraception qu'on a envie de viser. Tout ça, en fait, on peut en discuter et ça remet vachement la question de la contraception et de ce qu'on attend et du risque qu'on a envie de prendre de manière commune dans le couple ensemble. Ce qui change en fait la donne, c'est qu'en fait, quand tu vas faire la démarche médicale de te contracepter ensemble et que tu vois la personne blanche, sans équilibre dans le métro, où tu la tiens par le bras et tout, tu te rends compte plus facilement de ce que c'est. Il y avait déjà la démarche de se dire, on va se si tu prends un contraceptif, on le fait ensemble. Tout produit médical qui est développé doit démontrer que le bénéfice est supérieur au risque pour un produit. Et sinon, si elle n'est pas positive, cette balance, on ne va pas poursuivre les recherches. Du point de vue purement physique, il n'y a rien comme avantage pour un mec contracepté. Donc, si on a une irritation de la peau des testicules, c'est déjà un risque supérieur au bénéfice inexistant. Et c'est ce mécanisme qui a stoppé énormément d'efforts de recherche dans la contraception dite masculine. On parle souvent un peu en rigolant de l'essai clinique qui a été arrêté des pilules masculines parce que les mecs avaient trop d'effets secondaires qui en fait sont hyper comparables à ceux qu'avaient les femmes, voire moindres, en irascibilité, baisse de libido, prise de poids. Et ça a vraiment existé, il y en a eu d'autres. Et en fait, effectivement, c'est parce que quand on prend ces effets secondaires, pour les hommes, on regarde ce qu'il y a en face en bénéfice et on met rien. Et donc, ça pose un immense problème sur le fait de pouvoir avoir des recherches qui aboutissent sur le sujet. Alors que quand on va développer un contraceptif pour les femmes, on met en face fausse couche, grossesse non désirée, ce qui est tout de suite un risque immense. Donc on peut se permettre d'avoir des niveaux de risque de l'ordre des pilules des premières générations qui avaient les risques qu'on connaît. Et aujourd'hui, du coup, il y a tout un mouvement qui parle notamment des États-Unis, qui parle de shared risk, donc de risque partagé, et qui milite pour faire reconnaître le fait que dans un certain nombre de cas dans la recherche scientifique, on ne peut pas considérer les individus isolément. Ça n'a aucun sens. Et typiquement, dans la contraception, ça n'a aucun sens, puisque la contraception, elle implique forcément une interaction entre 2 individus.